ravi de recevoir Frédéric Fougera avec nous aujourd'hui, président de Duncan Paris et cofondateur, également associé de Cogiteur. Salut à toi. Salut Patrice. Ça fait vraiment plaisir. Alors ces deux activités, tu peux nous en dire deux mots? Ce sont deux activités, mais c'est deux activités autour de la communication, parce que, comme tu le sais, je ne sais faire que ça. Je ne sais faire que de la com, j'essaye de bien le faire, mais je ne sais pas faire... Le pape de la com. Non, faut jamais dire des choses pareilles. Faut jamais dire des choses pareilles. C'est pas sympa pour les autres. Il y a tellement de gens brillants. Absolument, tu inspires et tu en inspires d'autres. Ok, super. Voilà. Duncan Paris, c'est une agence de communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles. Donc c'est vraiment centré sur la personne, le dirigeant. Et Cogiteur, c'est une agence de conseil également, mais plus basée autour de la communication corporate. Et la petite particularité, c'est que c'est un collectif de DIRCOM. Donc ce sont que des anciens DIRCOM qui se sont associés pour venir aider, assister, accompagner d'autres DIRCOM qui ont des besoins particuliers. Avec de la création de valeur. Création de valeur, création de liens, relation, créer de la relation, c'est ta vie ça. Mais c'est ça la communication. La communication, souvent on cherche des définitions un peu compliquées. La communication, c'est créer de la relation. Et quand on crée de la relation, on crée des liens, on crée de la valeur, on crée du business, on crée de l'image. Voilà, c'est de la création autour de la relation. Est-ce que tu es actif également sur les réseaux sociaux et tes abonnés te remercient quasiment tous les jours d'être, je te le disais tout à l'heure, celui qui est inspirant. Et donc, j'ai envie de te dire, c'est quoi ton secret ? Alors, je ne sais pas si j'ai un secret. En fait, en tout cas, c'est peut-être mon attitude. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je cherche à être authentique. Je ne cherche pas à être sympathique. Je cherche à partager. Je ne cherche pas à épater. Et je parle simplement. Je dis les choses telles que je les ressens. Je pense que je suis avant tout un esprit libre. Je suis un légaliste, donc je respecte les règles. Mais je suis aussi un esprit libre, donc je ne m'interdis jamais de réfléchir, de sortir des codes, de ne pas me laisser imposer par un format. Mais c'est peut-être aussi ça, être créatif, donc je suis peut-être aussi cohérent entre ma personne et mon métier de communicant. 37 ans d'expérience professionnelle, de vie professionnelle. Ouais. Tu peux citer les entreprises dans lesquelles tu es passé ? Alors d'abord, j'ai commencé par le secteur public, les collectivités territoriales, donc un certain nombre de mairies, par l'Assemblée nationale, par une région. Et puis les entreprises, si je n'en oublie aucune, certaines ont été rachetées, les marques ont disparu, mais j'ai commencé par le groupe Vedior, qui aujourd'hui est Randstad. Puis je suis allé dans le pétrole chez Géoservice, puis je suis allé dans la recherche et développement chez Altran, devenu Capgemini. Puis j'ai basculé dans la restauration Elior pour finir chez Foncia Emeria dans l'immobilier. Et j'ai oublié être passé également par la pharmacie, par un groupe qui existe toujours, qui s'appelle Etipharm. Exactement. Et souvent, tu as suivi d'ailleurs un patron aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Exactement. En fait, pendant 20 ans, à l'exception de la petite année dans la pharmacie, j'ai toujours travaillé avec le même président qui m'a emmené dans ses bagages. De la même façon que moi, dans mes bagages, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui dans mes deux entreprises. Nous sommes associés avec en fait, des anciens collaborateurs. Ça s'appelle la fidélité, tout simplement. Ça s'appelle la fidélité, la loyauté, le clan, l'envie de travailler ensemble, la compétence aussi, parce qu'en fait, c'est que des gens compétents qui aiment travailler ensemble, qui savent travailler ensemble et qui, ensemble, apportent une valeur ajoutée qui serait peut-être moindre si on était chacun des individus qui travaillent dans notre coin. Dans ta vie, il y a eu des moments de bascule. Ouais. Tu peux nous en citer ? Il y en a eu deux dans ma vie professionnelle, on est bien d'accord, il y en a eu deux. C'est le passage du public au privé. Ça s'est passé au début des années 2000, pardon. J'étais directeur de cabinet de la communication de la maire de Nogent-sur-Marne. Ça faisait un peu plus de 10-12 ans que je travaillais dans les collectivités territoriales. Il ne faut pas l'oublier non plus, tu es originaire du Val-de-Marne. Hein ? Oui, je suis Val-de-Marnais, je suis un banlieusard. Exactement. Et fier de l'être. Ni fier ni pas fier, mais en tout cas, certainement, j'ai aucune honte, non, aucun problème. J'ai même habité dans le 9-3. Voilà, je le revendique. Il n'y a pas de fierté, mais il n'y a pas de territoire qui serait moins intéressant ou plus intéressant ou moins valorisant. C'est les gens qui sont dans les territoires qui comptent, pas le territoire en lui-même. Et on trouve des choses très bien dans tous les territoires de toute façon. Donc, point de bascule, c'est je travaillais avec une femme qui était maire de Nogent-sur-Marne. J'en étais son directeur de cabinet. Et un jour, son mari, un dimanche, nous étions tous les deux dans l'hôtel de ville. Et un dimanche, son mari est venu en nous disant « Vous êtes vraiment deux cinglés. Si vous mettiez tout votre engagement et toute votre énergie dans le secteur privé, vous gagneriez mieux votre vie et vous seriez plus épanoui. » Alors cette petite musique m'est restée dans la tête. J'ai aucun diplôme. J'avais un emploi fixe. Je n'avais pas envie de me mettre en danger après avoir entendu ça. Sauf qu'au gré des élections, parfois on peut perdre les élections. Un directeur de cabinet, ça perd son emploi. Et donc là, je me retrouve sur le marché du travail. Et ça a été le moment de réfléchir à intégrer le secteur privé, ce que j'ai fait. J'y suis resté 20 ans. Au bout de 20 ans, il y a un peu de fatigue, il y a un peu de lassitude.
dans des grands groupes internationaux, il y a énormément de voyages, énormément de stress, énormément de pression financière. J'avais envie de faire ce qui me plaisait le plus, du conseil, de la communication de crise. Et c'est pour ça que j'ai choisi de passer de l'annonceur à l'agence. Ce n'est pas le parcours habituel, surtout à 56 ans. Et voilà, et ça fait 1 an que je suis maintenant entrepreneur. Entrepreneur avec des équipes. Pour toi, ça a toujours été important de porter et de positionner tes équipes au cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Mais à travers aussi ce qui s'appelle une véritable diversité. Tu peux nous en parler ? Alors d'abord, tu as raison, l'équipe, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mais souvent, l'équipe, on en parle, on intègre l'importance de l'équipe dans le discours. Mais en réalité, on n'en a pas une forte considération. Moi, j'ai toujours eu une forte considération pour l'équipe. La réussite, ce n'est pas un one-man show. Donc peut-être que c'est moi qui incarne parfois l'entreprise dans laquelle je bosse, c'est moi qui incarne mon équipe. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens derrière moi, il y a plein de gens qui travaillent. Donc on choisit une personne, en l'occurrence le leader ou le chef, pour être visible. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de travail. Et pendant que moi, je suis ici en train de parler sur un plateau, il y a d'autres gens qui travaillent pour que ça fonctionne. Il y a des talents. Alors justement, la définition des talents, pour toi, c'est quoi ? Mais je veux répondre à ta question sur la diversité. Oui. Elle est hyper importante, parce que souvent, on me demande, mais comment tu fais pour avoir de la diversité dans tes équipes ? Mais là, j'ai un secret, là, j'ai une recette, mais ce secret, il est très simple. Je l'ai décidé. C'est une décision politique d'avoir de la diversité. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas par hasard qu'une personne d'une autre religion que toi, que d'un autre quartier, d'un autre milieu professionnel, d'une autre origine, vienne frapper à ta porte. Non, c'est parce que tu l'as décidé, parce que tu montres que c'est possible, parce que tu vas les chercher. Avoir un travailleur handicapé dans ces équipes, ce n'est pas simple. Il faut aller les chercher. Ils ne viennent pas tout seuls. Ils ne pensent même pas qu'ils peuvent venir dans ton équipe. Donc cette diversité, c'est une question de décision politique. Ça, c'est hyper important. Et donc, c'est des talents. Alors, je ne sais pas si ce sont toujours des talents, parce qu'on parle de talents, évidemment, là, on est bien placé pour parler de talents. Mais souvent, les entreprises disent rechercher des talents, puis ensuite, elles gèrent des compétences. Donc oui, si on peut avoir des talents, c'est formidable, parce que le talent, c'est une valeur ajoutée supplémentaire. C'est une personne qui, au-delà de ses compétences, a un engagement, est plus brillant, plus engagé, apporte vraiment une valeur ajoutée supplémentaire. Et ça, tout le monde ne le porte pas, et on ne peut pas que recruter des talents. Et puis, c'est compliqué de recruter un talent. Donc ensuite, il faut savoir lui donner une place, il faut savoir le faire exister. Il ne faut pas qu'il écrase les autres, il ne faut pas qu'il se fasse écraser par les autres. Mais effectivement, quand on peut avoir des talents, on est encore meilleur. Mais je suis certain que dans mon équipe, il y a beaucoup de talents. Bon, c'est le moment, c'est l'instant. C'est l'instant de cette nouvelle génération avec une question. Bonjour John. Bonjour Patrice. Bonjour Frédéric. Bonjour John. De nos jours, la dimension RSE fait-elle partie intégrante des briefs que vous recevez de la part de vos annonceurs? Et si oui, est-elle toujours respectée? Alors c'est vrai que la question de RSE, la notion de RSE et tout ce qui tourne autour est souvent ou toujours présent. Ça c'est une réalité. Je pense qu'il y a souvent une intention, il y a parfois de l'intérêt, mais il n'y a pas toujours de la réalité. Et ça, c'est là où ça devient compliqué. C'est que parfois, il faut expliquer à son donneur d'ordre que la RSE, ce n'est pas juste une question de discours, ce n'est pas juste de la communication, mais ce sont des actes derrière. Ce sont des règles sociales, ce sont des règles environnementales, c'est une attitude, c'est une posture, c'est le respect d'un certain nombre de choses. On ne peut pas juste communiquer autour de la RSE si en fait c'est vide à l'intérieur. Là, la difficulté, notamment pour les agences, elle tourne autour de ce point de vue-là. Il y a presque une question de pédagogie, parce que parfois on a envie de mettre beaucoup de discours autour de la RSE, mais il n'y a rien derrière. Et donc là, c'est très mauvais pour la marque qui veut communiquer. Je rappelle que les activistes qui vous attaquent, ils ne vous attaquent pas pour ce que vous faites de mal ou pour vos fautes, ils vous attaquent souvent pour votre incohérence. Donc si vous n'êtes pas cohérent dans votre discours, vous vous mettez en danger et vous vous mettez en risque de crise. Comme un jour, comme toujours, avec toi Frédéric, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le plaisir était pour moi.